J'ai réussi à créer l'impossible, un late show en France sur Canal+. Je vous explique ça tout de suite. En fait, d'où m'est venue cette passion pour le late show? C'est très simple, on était en 2014. À l'époque, j'étais au studio Bagel, on avait une émission qui s'appelait le Dézapping sur Canal+, et c'était une émission de parodie télé qu'on avait créée. Au même moment, Bolloré commençait à prendre de plus en plus de place au sein du groupe Canal+, et il avait envie de supprimer les guignols. Et je crois qu'il commençait à le faire. Du moins, il les avait mis genre en crypté, alors que l'émission Grand Journal était en clair. Enfin bref, le gars voulait abattre. Et je me suis dit, putain, quand même, ce serait bien qu'on ait une émission satirique pour remplacer ça et tout. Donc avec le Dézapping, on avait commencé à changer notre fusil d'épaule, à mettre des sketchs ultra engagés et tout ça. On nous avait tapé sur les doigts en mode, bon les gars, calmez-vous. Et je me souviens que, août 2014, j'avais vu une vidéo d'Arrêt sur Image, un extrait d'un late show. Enfin, à l'époque, j'appelais ça un late show, mais je vais vous expliquer après la nuance, c'est un news show. Un extrait du Daily Show de Jon Stewart. Et je vois un gars en public, face caméra, ça ressemble à un JT, mais c'est pas un JT. Et il t'explique avec une dextérité et un humour incroyable la symétrie de la guerre qu'il y a en Palestine. Et franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Moi, ça part toujours d'un truc comme ça. Dès que je vois quelque chose qui m'impressionne, je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. Ça a commencé donc avec le Dézapping un peu satirique. Et puis ensuite, j'ai nourri l'idée et j'en parlais à qui voulait l'entendre que je voulais absolument présenter un late show. Parce que je commence à me renseigner. Je découvre que Jon Stewart, c'était un stand-upper à la base. C'était un comedian, comme ils disent en anglais. Et je me dis, ok, d'accord, j'ai capté le truc. En fait, c'est vrai que quand c'est un humoriste qui présente une émission, bah, il a le sens de la vanne. Il sait vendre une punchline. Il sait faire des ruptures. Enfin, ça faisait sens chez moi, tu vois. Et je pense que les essais de late show qui avaient été peu concluants en France jusque-là, c'est parce que justement, c'était pas hosté par des stand-uppers, par des gens qui savaient vendre du texte. Si ce n'est Mustapha El Atrassi, La nuit nous appartient, qui avait été un super essai, qui avait été top. Moi, j'avais kiffé. Bella Tara aussi avait fait son show. Bon, après, ouais, lui, après, je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie humoriste en vérité, parce qu'à cette époque-là, il était pas reconnu dans le milieu de l'humour, mais plus dans le milieu du hosting. Et sinon, il y avait eu des essais d'Arthur et d'autres essais à l'époque de Hanouna, je crois, si je dis pas de bêtises, de Cyril Hanouna. Je crois qu'on était ou je crois que ça arrivait quelques temps après. Bref, je rêve de faire ça. Je rêve d'avoir une émission satirique, une espèce de soupape qui puisse nous faire du bien, surtout par les temps qui couraient. Tu me diras, en fait, en France, les temps qui courent, ils courent tout le temps. Et j'en parle. À l'époque, j'en parle à Mourad, qui bossait à la radio. On adorait échanger sur les médias, etc. Je lui dis, putain, j'aimerais trop faire un truc comme ça et tout. Il me fait, ah, mais ouais, si tu veux, ouais, je peux t'aider, on peut en échanger, discuter là-dessus. Et puis arrive un jour où un producteur de chez Endemol me contacte pour me parler d'une série télé sur laquelle j'avoue je suis pas trop emballé. Je lui dis ouais, c'est pas trop mon délire, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi. Et il me dit, c'est quoi toi ton délire, t'aimerais faire quoi? Et je lui dis, bah j'aimerais trop avoir une émission satirique, une espèce de soupape pour la société où on vulgariserait du savoir, des choses qui sont importantes mais parfois méconnues du grand public parce que les gens qui en parlent sont que des médias trop sérieux ou donnent l'impression de pas du tout être accessibles. Il me dit, ah ouais, super et tout, bah je pourrais pas t'aider, chez nous en Endemol on fait pas ça, mais en tout cas bah j'espère que ça va le faire. Et on est dans un café qui s'appelle La Bonne Bière. Ce café là, 2 jours après notre entretien, il se fait défigurer par les balles des terroristes lors des attentats du 13 novembre. 2 jours après. Et dans la nuit du 13 au 14 novembre, le fameux producteur m'envoie un message et me dit, je t'écris ce message les larmes aux yeux parce que je repense à la discussion qu'on a eue dans ce café il y a 2 jours. Et je me dis, il faut faire quelque chose. Et j'ai repensé à ton projet et ben je vais t'aider autant que je peux pour que tu puisses le faire. Et de là, il me présente le patron d'Endemol. J'y vais avec Mourad et il nous dit, ok, moi je suis chaud. Il y avait un truc aux États-Unis que j'aimais bien regarder sur YouTube qui s'appelle The Young Turk. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça et tout. Je dis, ah mais grave et tout. Je découvre The Young Turk. Effectivement, c'est un truc d'actu. C'est pas humoristique, mais ils ont un ton. Enfin, ça ressemble à un JT. Ça existe toujours d'ailleurs. Vous pouvez aller checker. Mais ils ont un ton, tu vois, assez différent parce qu'ils sont pas en télé. Au final, un ton qui se rapprocherait peut-être de celui de Pascal Praud, mais il y a plus de faits. Voilà. Alors que Pascal Praud, c'est que de l'opinion. Et donc, on signe chez eux un développement d'1 an. On se dit, ok, bon, on y va. Et là, il se passe rien. Nous, on voulait absolument que l'émission elle soit sur le service public parce qu'on se disait que c'était d'intérêt public, tu vois. Donc on voulait France 2, France 3, France 4, on voulait ou France 5, mais on voulait le service public. Et on attend, les mois passent, il se passe rien. Et arrivé en juillet, je craque et je dis à Mourad, vas-y, viens, on fait rendez-vous sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, on peut le faire. À l'époque, j'étais au théâtre à République, l'Apollo Théâtre à Paris, pour celles et ceux qui connaissent. Et je demande à Majda, la directrice des lieux de l'époque, est-ce qu'il y a moyen que je squatte une salle pour pouvoir tourner un pilote d'une émission qui va s'appeler Rendez-vous. Pourquoi ça s'appelle Rendez-vous? Avec Mourad, on commençait à perdre espoir de voir l'émission sortir en France. On s'était dit, si jamais ça sort pas en France, on le fera à l'étranger. Et donc, Rendez-vous, au moins, c'est bien parce que
que ça nous place sur la carte comme étant français, mais en même temps c'est un nom que tout le monde connaît à l'international. Et on avait déjà les yeux rivés vers ailleurs, tu vois. Et on se disait bah c'était cool quoi, tu vois, rendez-vous avec Kevin Razi. Et pourquoi avec Kevin Razi, je vous expliquerai. C'est pas de la mégalomanie, voilà, c'est ça que je veux dire. On dit à Endemol, on va faire le pilote sur ma chaîne YouTube. Et ils nous disent bah attendez, on va vous suivre. Et là en fait ce qui se passe c'est que ils nous mettent des moyens à disposition techniques. Et on fait les émissions, mais on n'envoie pas les textes avant l'émission. Et c'est un détail qui aura son importance. Les 2 épisodes qu'on allait tourner en public, il y avait une 30aine de personnes. On avait installé un fond vert, on avait installé un bureau, une caméra, un prompteur et c'est tout. Il n'y avait pas plusieurs angles de vue, tout ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas donné les textes parce que le premier épisode, il était sur Daesh. Et notamment Rachid Kassim, un Français qui était né la même année que moi dans la banlieue lyonnaise, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui était parti en Syrie et qui recrutait des gens pour Daesh. L'angle, c'était de se dire comment un gars qui est né la même année que moi, dans le même pays que moi, qui était à la même école que moi, entre guillemets, l'école de la République, a pu avoir une trajectoire aussi différente et d'expliquer comment les Daeshois revendiquaient leurs attentats, etc. Par quel organe de presse ils passaient pour pouvoir revendiquer leurs attentats, parce que c'était étonnant, tu vois. Est-ce qu'ils étaient organisés comme si c'était genre une institution et tout, enfin bref. Et à la fin, l'épisode il finit où en gros je dis à Rachid Kassim de se suicider et que ce sera la seule fois de sa vie qu'il tuera des mécréants. Autant vous dire qu'il y a eu un frisson dans la salle. Certains ont applaudi en mode putain c'est du génie, mais d'autres, à savoir Endemol, ils ont flippé leur race. Ils nous ont dit non on peut pas publier cet épisode et tout. Non il y a trop de trucs à enlever tout ça. On fait ouais mais non mais on a filmé avec une caméra et tout, c'est pas possible. On peut pas enlever des trucs dans le texte, c'est pas possible. On l'a écrit comme ça. Ouais mais non mais imaginez nous on n'a pas envie de... Là il va falloir qu'on mette des gens de la sécurité devant chez nous, tout ça c'est pas possible. Et Mourad leur dit bah en fait celui qui doit flipper c'est Kevin. Donc c'est à Kevin que revient la décision de publier ou non cet épisode. Et ils disent oui Kevin aussi hein, mais mon frère il pensait pas à moi à ce moment-là, sachant que c'est vrai que si des terroristes ont envie de faire sauter quelqu'un qui les a insultés, clairement ils vont pas s'amuser à mettre pause à la fin d'un épisode pour regarder le générique et voir qui était le directeur de production ou la chargée de prod ou whatever. Moi je dis ouais vas-y, on change pas le monde sans prendre de risques. Et Endemol nous dit si vous publiez, vous enlevez nos noms du générique et le nom de tous nos employés. On veut pas avoir de lien avec l'épisode. On dit ok, d'accord, on prend le risque. On poste le premier épisode, il fait son nombre de vues, hein, genre 200, 300 000 vues, les gens nous disent ah putain pas mal cette tentative de Late Show et tout. On avait tourné un autre épisode qui était sur le vote et là on poste le 2e épisode et les gens nous disent alors la suite c'est quand? Et il y avait plus de suite, on en avait fait que 2 tu vois. Et on a un article dans les Inrock si je dis pas de bêtises ou Télérama sur la version web, je crois que c'était les Inrock qui dit ouais voilà Kevin Razi tente un Late Show et tout machin. Article plutôt positif parce qu'ils auraient pu être très critiques hein, surtout sur un exercice sur lequel les Français sont attendus au tournant parce qu'il y a eu plein de tentatives et à chaque fois elles étaient peu concluantes. Et au final le téléphone sonne et Canal+, en la personne de Dariel Saraco qui était à l'époque directrice de la création originale, me dit j'aimerais bien qu'on se voit pour parler de Rendez-vous. Et on a un rendez-vous pour parler de Rendez-vous. Elle nous dit ok, je vous prends 11 épisodes et on verra pour la suite, mais ça nous parle. Format de 13 minutes, c'est parfait. Ce sera sur Canal+ décalé et après diffusé en replay sur MyCanal et on verra après pour les réseaux et tout. Et on se dit waouh, truc de ouf. Vous avez une prod, évidemment. Nous, on n'a pas dit ouais, on le fait avec Endemol parce qu'ils nous avaient lâchement abandonné. Bon après avec du recul, je peux comprendre qu'ils aient flippé, mais bon dommage, tant pis pour eux. On leur a dit non, on produit nous-mêmes. Et là ils nous disent bah ok, bah on va coproduire ensemble. Donc je me retrouve à 29 ans à produire et présenter mon Late Show sur Canal+. Et là, à ce moment-là, t'as Endemol qui nous rappelle en nous disant alors, on a signé chez Canal, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. On dit à Endemol non, on a signé chez Canal, pas toi, Chacal. Et ils étaient dégoûtés, mais juridiquement, on a réussi à s'en sortir comme ça. Et donc, on a produit Rendez-vous avec Kevin Razi sur Canal+. Ok, let's go. Merci à tous, je suis Kevin Razi et aujourd'hui on a rendez-vous pour parler des hôpitaux français. Alors pourquoi rendez-vous avec Kevin Razi? C'est pas de la mégalomanie, c'était parce que l'émission est incarnée par moi et que j'assumais la totalité de mes propos étant donné que j'allais donner un point de vue subjectif. Subjectif parce que c'est mon point de vue mais appuyé sur des faits. Je vous explique, en gros, quand on a commencé à mettre le nez dans ce qu'était un late show aux États-Unis, on s'est rendu compte d'une règle qui revenait souvent. Tout ce qui compte, c'est le gars derrière le bureau. Et cette règle, c'est limite
limite la seule qu'il faudra retenir. Tout ce qui compte, c'est le gars derrière le bureau. Pourquoi ? Parce que le Late Show, c'est une personnalité qu'on regarde. On regarde pas Tonight Show, on regarde Jimmy Fallon. On regarde pas le Daily Show, on regardait Jon Stewart ou bien Trevor Noah après, ou toutes les personnes qui ont présenté, mais surtout Jon Stewart. On regarde pas Late Night with Stephen Colbert, mais on regarde Stephen Colbert. Pareil pour Jimmy Kimmel, pareil pour Hanouna. Tu regardes pas Tout Beau Tout Neuf ou TPMP, tu regardes Hanouna et tu te rends bien compte que Hanouna, lui, l'avait compris peut-être sans s'en rendre compte, cette règle, à savoir, il faut incarner ton émission. Parce que dès lors que TPMP était présenté par Delormeau, Benaïm ou Castaldi, c'est pas les mêmes audiences, etc. Parce que les gens s'attachent au host. Dès lors que le host, il donne de lui. Dès lors que le host, il donne de sa personne. Et c'est ça qui a fait que les autres tentatives de Late Show ont pas marché. Comme celle d'Arthur, par exemple, où en fait, on en apprenait au final que très peu sur Arthur, parce que dans son monologue d'entrée, le monologue d'entrée, c'est vraiment le signe distinctif du Late Show. C'est le moment où le gars, souvent le host est debout, et il va donner son humeur du jour par rapport à l'actu, etc. Et c'est du pur stand-up, tu vois. Et ben, sur ce monologue-là, par exemple, Arthur, lui, il allait faire des vannes que tout le monde pouvait faire. C'était pas Arthur qui parlait, c'était un animateur qui fait de l'humeur, tu vois. Idem un peu pour Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, on lui reproche aussi ça, c'est qu'il prend pas vraiment de grosses positions et il va pas trop parler de lui, tu vois. À l'inverse, où Jon Stewart ou alors Stephen Colbert ou Jimmy Kimmel, ils vont y aller vraiment avec leur personnalité. Donc ça, c'était une des règles. Le truc aussi, c'est que nous, on faisait pas un late show à ce moment-là. Quand on a commencé, c'était vraiment un news show, c'est-à-dire un show où on parle d'informations, mais c'est satirique, comme le Daily Show. Le Daily Show qui n'est pas un late show. Un late show, vraiment, le code, c'est de recevoir systématiquement un invité, d'avoir potentiellement un band, de commencer avec un monologue et d'avoir potentiellement des jeux, etc. Mais c'est une émission d'accueil. Le news show, c'est une émission satirique, tu vois, comme le segment qu'il y a dans le Saturday Night Live sur Weekly Update, qui est vraiment genre le petit monument à l'intérieur du SNL, le rendez-vous de l'info satirique. Donc, on fait notre late show, la première saison, et à la fin de la première saison, il y a Philippe Poutou qui fait une masterclass pendant les présidentielles de 2017. Le gars te sort vraiment des punchlines sur tout le monde. Vous vous souvenez de cette séquence, c'était incroyable. Il nous a fait du Eminem dans 8 Mile. Et là, c'est le premier invité que je reçois. On décide de faire un truc spécifique pour le recevoir, et c'est la première fois que j'interviewe un politique. Et c'était assez rigolo comme exercice, assez stressant. Et on est renouvelé pour une deuxième saison. Et là, on demande à pouvoir recevoir des invités, tu vois. C'est là que Rendez-vous va passer du news show au late show, où là, on va faire le monologue d'entrée comme les late show, face caméra. Ensuite, une partie desk, donc derrière le bureau, où je vais décrypter un sujet d'actualité, un sujet de société, basé sur des vidéos et du travail journalistique, avec des punchlines derrière. Et après, il y avait toujours une petite capsule, soit un sketch vidéo, soit un truc qui s'appelle Les questions dont on a déjà les réponses. C'était une compilation de toutes les questions cons des journalistes. Tu sais, du genre, ils interviewent un joueur qui vient de perdre une finale et lui disent « Alors, vous êtes pas trop déçu ?» Frère... Non, je suis content. Vraiment, notre but c'était de perdre ce match, donc on est ravis d'avoir réussi à faire ça, tu vois. Et après, on avait les invités. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marchait le late show et pourquoi nous on a réussi à être au plus proche possible de ce qui se faisait aux États-Unis, parce que c'était pas une question de moyens. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'on avait compris qu'il fallait incarner son propos. Donc moi, à l'époque, j'étais Kevin Razi, franco-mauricien. J'avais un chat qui s'appelle Mani. J'étais marié. J'avais une belle famille rebeu, plutôt de gauche, j'aimais bien la Rousseau, voilà, c'était mon personnage à ce moment-là, tu vois. Et en fait, ça, c'est ultra important de le définir avant de commencer un late show ou un news show, mais c'est de définir ton personnage, et je pense que c'est ultra important dans n'importe quel hosting, en vérité. Dans les émissions d'incarnation comme ça, parce que tu vas créer un lien ultra fort. Et c'est ce qu'a fait Cyril Hanouna, par exemple, parce qu'on sait que Hanouna, c'est juif tunisien, grandi au Lila, il tutoie facilement, même si, alors c'est assez spécial avec son équipe, il se vous voit, il se tutoie dans une même phrase et tout, c'est particulier. Il aime bien dire baba, ou alors on l'appelle baba, mes beautés, mes chéris, il a des gimmicks verbaux qui reviennent. C'est tout le personnage qu'on arrive à définir. Il aime bien le paddle, machin. En fait, ça c'est ultra important, je pense, dans n'importe quel hosting, de définir qui est ton personnage. L'autre truc qu'on a appris aux États-Unis, parce qu'en fait, ce qu'on a fait avec Morad, c'est que très vite, on a fait des allers-retours aux États-Unis. On y allait, je crois, 4 fois, si je dis pas de bêtises, ou 3. 2 ou 3 fois à New York, une fois à Los Angeles. On allait voir toutes les émissions. Ellen DeGeneres, John Oliver, Trevor Noah, Jimmy Fallon,
Fallon, Kimmel, Corden, ça on l'avait vu à Londres pour le coup parce qu'il faisait une émission spéciale là-bas, on avait fait un aller-retour. Bref, on a pu aussi parler avec les équipes, que ce soit des directeurs d'écriture ou des showrunners. Le showrunner, c'est vraiment un mélange entre le directeur artistique, le producteur, c'est le pivot central dans l'équipe, c'est celui qui donne le ton, qui s'assure que toute la chaîne de commandement est ok, qu'il n'y a pas de problème, qu'il y ait une cohésion et tout est centralisé par lui et c'est vraiment un pivot et c'est ce que Mourad occupait comme poste. Nous on est parti donc aux États-Unis rencontrer tous ces gens-là, voir un peu comment ça se passait, que ce soit dans les bureaux ou dans les coulisses ou alors en tant que public aussi on l'a fait et ça c'était ultra intéressant. Par exemple, tu vois, l'expérience en tant que public nous a permis de modifier notre façon d'accueillir le public. Je vous explique. Par exemple, en France, quand tu fais partie d'un public, t'es du bétail. On te dit tu t'assois là, tu te tiens droit parce que souvent c'est des chaises de merde. T'es derrière les gens que tu viens regarder. Ça c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que tu viens regarder une émission, mais t'es derrière l'animateur ou l'animatrice ou les chroniqueurs, les chroniqueuses ou les invités. Parce que tu es un décor. Ça c'est une dinguerie. Aux États-Unis ils comprennent pas ça. Parce qu'aux États-Unis quand tu vas voir une émission, tu viens voir un spectacle, tu viens voir un show. Donc tu es dans le public et le show il est devant toi. Nous on a repris ce code-là. On voulait que ce soit comme si on allait voir du stand-up assis. C'est ultra important pour moi. Comme je vous l'ai dit, tous les hosts de Late Show viennent du stand-up. Donc c'est important pour bien vendre une vanne, pour qu'il y ait du rythme et que le public soit avec toi, qu'il soit en condition spectacle. L'autre truc qui nous a marqué aussi, c'est que quand on arrive dans un public de Late Show et que tu fais la queue, il y a déjà un assistant qui vient tous nous voir pendant la queue pour nous dire est-ce que vous êtes chaud, vous êtes content d'être là, on est trop content de vous recevoir, merci mille fois de prendre votre temps, ça va pas tarder à avancer, hein. D'ici quelques minutes on va vous faire rentrer, en tout cas merci mille fois et tout, merci d'être là, c'est grâce à vous que le show existe, donc merci, allez on peut s'applaudir, bravo, et tout le monde applaudit et tu dis putain ils sont sympas. Allez voir comment on reçoit le public quand on fait une émission en France, on te parle mal ou alors normalement, mais on s'en fout en fait de toi parce que tu es du bétail littéralement. Et ça tu vois, nous on voulait pas. C'est pour ça que le public américain il est chaud, c'est pas parce qu'il est juste américain, c'est parce qu'en fait déjà il était ultra bien traité. Idem quand t'arrives dans la salle, on te traite encore bien, on te dit merci d'être là, machin, t'as le premier assistant réalisateur qui vient qui te dit merci encore d'être là, c'est vraiment génialissime, machin, il t'explique ce qui va se passer et tout, et là t'as un stand-upper ou une stand-upeuse qui vient faire le show. C'est-à-dire qu'ils vont faire du crowd work, comme on dit, crowd work, du travail de salle. En gros, ils vont faire des interactions avec le public, mais je voulais me la raconter en disant le mot en anglais. Ils te font venir sur scène, ils te posent des questions, machin. Ils vont t'expliquer que quand on te fait un signal, tu vois, genre ils vont te prendre le conducteur de l'émission, donc c'est-à-dire le dérouler en feuille, ils vont l'enrouler, ils vont dire ça c'est un bâton magique. Quand je l'agite comme ça veut dire que vous devez applaudir, vous allez voir, c'est incroyable. Il provoque des applaudissements, donc il fait ça, donc t'applaudis évidemment. Et ne serait-ce que cette technique, elle est ultra smart parce que ça t'évite d'entendre les premières applauses du chauffeur de salle quand tu veux que le public applaudisse. En France, tu l'entends tout le temps. Hein. Écoutez Quotidien, écoutez TPMP, t'entendras toujours, tout beau tout neuf, t'entendras toujours des... Et ensuite t'entends l'applaudissement. Aux États-Unis, t'entends tout le monde applaudir en même temps parce que justement on te fait un signal. Soit le panneau applause carrément qui s'allume, ça existe encore, c'était dans le Tonight Show, il le faisait encore, soit tout simplement un petit geste comme ça. Et la plupart du temps, le public n'a pas besoin de signal parce qu'il sait à peu près quand applaudir. Oui, parce que en France, on fait applaudir le public n'importe comment, pour n'importe quoi, pour meubler, pour... y a pas de sens à l'applaudissement. Souvenez-vous, ne serait-ce que le début de On n'est pas couché avec la chanson là de The Rasmus là, t'avais Ruquier qui présentait ses 3-4 invités sur la musique, mais les présentations elles étaient ultra longues et les gens ils étaient obligés d'applaudir. Mais en fait, personne n'applaudit aussi longtemps et ça pouvait durer genre des 2-3 minutes. L'applaudissement il doit pas être contre nature. Et nous ça on l'avait compris pour qu'il soit franc, sincère et qu'il soit stylé. Donc nous on les avait mis en condition de spectacle pour que les applauses soient naturelles. Donc on disait au chauffeur de salle qui était à l'époque Merwan Benlazar, gros bisous à toi Merwan, ouais on avait pris que des stars, force pas l'applause parce que moi en tant qu'humoriste, si je suis dans une salle, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui lance des applauses ou quoi. Je veux juste que t'applaudisses parce que t'as trouvé que ma vanne était chambée ou alors sinon t'as rigolé, tu vois. Ça c'était une règle qui était ultra importante. Et en télé, je vois que la télévision française elle a pas encore compris ce truc là. Nous on l'avait compris, tant mieux pour nous. Donc ouais, on avait mis un stand-upper, Merwan, qui chauffait le public comme il se doit. On avait ensuite rajouté des danseurs. On avait mon pote JSK qui était venu avec des danseurs. Il chantait 2-3 de ses hits et il y avait les danseurs qui faisaient danser les gens, etc. Plus on avait un DJ Pans qui mettait du son. Toute cette cacophonie elle était ultra importante parce qu'on mettait les gens en condition.
l'émission. Si vous allez voir une émission en France où il y a du public, souvent le bétail il est installé, on leur demande d'attendre et on leur dit pas ce qui va se passer de tout de suite et ça peut être très long et très chiant. Là tu vois, à part quelques-uns comme Eric Mendes qui ont l'habitude et qui essayent de tenir le public à fond, etc. Mais globalement tu vois, là c'était une expérience continue. À partir du moment où le public arrive dans le studio, le spectacle il commence déjà. Donc quand ils arrivent, il y avait le DJ qui mixait, sachant qu'il n'était pas à l'antenne, on avait un budget juste pour le DJ. Ensuite les danseurs qui arrivent, et parmi les danseurs il y avait des gars comme Anderson que vous connaissez peut-être sur les réseaux, et surtout Salif qui est venu aussi danser pour Rendez-vous et qui a ensuite pété à l'international, plus Merwan Benlazar qui les drivait avec des bons sketchs, etc. Et ensuite on avait créé une vidéo spécialement sur mesure pour le public, un cadeau qu'on faisait au public pour les remercier d'être là. On avait vu ça dans une émission aux États-Unis, pareil, ils avaient eu une vidéo de Alec Baldwin pour apprendre à être un bon public. Ben là on l'avait fait avec Antoine Decaune, et ensuite on avait fait une autre vidéo encore différente avec plein de punchlines qui incluait tous les membres de l'équipe, tous les auteurs et toutes les autrices de Rendez-vous, le staff, etc. Donc c'était très drôle. Et déjà là il y avait ce truc de cette vidéo là, tu peux la trouver nulle part, elle est pas sur les réseaux, etc. C'est que pour vous, elle s'adresse au public. Donc là t'es dans une ambiance où le public il se dit ah ouais putain je suis trop content d'être là. Et il faut savoir que la boîte qui s'occupait de placer, de nous trouver des gens pour Rendez-vous, elle nous disait vous êtes l'une des rares émissions où les gens nous demandent de revenir à la fin de l'émission. À tel point que même les gens qui faisaient la sécurité à Canal, ils demandaient à être programmés pour être là. Toute l'équipe technique, et je les embrasse d'ailleurs, tout le monde voulait être sur l'émission parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce qu'on disait bonjour à tout le monde, parce qu'on s'amusait, etc. L'autre règle aussi pour mettre bien le public dans les late shows américains, c'est que tous les hosts, ils viennent parler aux gens avant que ça commence. Ils viennent poser des questions aux gens, ils viennent leur dire vous venez d'où, qui a une question à me poser, etc. machin. Et ça crée un lien. En France, la plupart des hosts, ils s'en foutent du public, ils sont hautains, ils disent pas bonjour, etc. Ou à peine, tu vois. Pas tous, mais pour la plupart, parce que je suis dans le milieu, donc j'entends, tu vois, les sons de cloche des techos, justement, avec qui je parle, qui me disent ah ouais putain, lui il arrive sur le plateau, il a l'impression que ça filme tout seul, il a même pas un regard pour le fait qu'il y ait des gens derrière la caméra, des gens au son, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont besoin de chauffeurs de salle qui mécaniquement inventent des applauses tout le temps, parce que le public est pas forcément avec eux. Alors que nous, c'était une expérience. Il y a des images où vous allez voir, il y avait des gens qui dansaient avec nous, tout ça. Enfin, c'était un truc de fou. On avait vraiment créé une ambiance. On essayait de faire en sorte de trop bien recevoir le public, de trop bien recevoir aussi nos invités. Le volet invité, tiens, il est intéressant aussi parce que faut savoir que si les interviews aux États-Unis elles sont chambées, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous dans l'entertainment et puis parce que c'est comme ça. Non. Il y a aussi des raisons, c'est le travail. Là-bas, une personnalité qui est en promo, la promo elle est dans son contrat, c'est ultra important et ça fait partie du film. Donc il faut travailler cette promo. C'est-à-dire que tu viens pas juste être interviewé là-bas et répondre aux mêmes questions, aux sempiternelles questions similaires que tu as entendues 600 fois. Là-bas, en fait, tu peux avoir des auteurs qui vont travailler ton interview pour que ton interview soit chambée. Donc nous, ce qu'on faisait, à l'instar du Tonight Show, on avait donc des pré-interviews où une semaine avant l'émission, on interviewait les gens par téléphone, visio, sur WhatsApp, où on échangeait pendant plusieurs jours. C'est ce que j'avais fait par exemple avec Pierre Ninet, jusqu'à ce qu'on trouve des similitudes, des points communs, ou alors des ah putain toi t'aimes bien ça aussi, ah bah putain peut-être on pourrait faire ci, ça, machin. Et en fait le but c'était de préparer l'interview de façon à ce que y ait déjà quasiment toutes les réponses, tous les happenings possibles sans que ça se voit. Et vous allez voir, je vous invite à checker sur ma chaîne l'interview avec Gad Elmaleh, elle était préparée, c'était une masterclass. L'interview avec Malik Bentala, masterclass. L'interview avec Melha Bedia, l'interview avec Pierre Ninet, masterclass, parce que tout était préparé. Tout était préparé en amont et il y avait une marge de surprise évidemment, mais la plupart du temps on s'était préparé quand les gens voulaient bien se prêter au jeu. Et c'est pas anodin que ceux qui soient prêtés au jeu, c'était ceux qui étaient soit les plus jeunes ou soit les plus ouverts à l'esprit qu'Henry, tu vois. Gad Elmaleh, il avait fait des late shows aux États-Unis, notamment Jimmy Fallon. Donc ça c'est ultra important aussi. L'autre partie, alors moi comme je faisais quand même un fast cam assez long qui pouvait durer une dizaine de minutes sur un sujet de société, donc il y avait des vannes. Et en tant qu'humoriste, je savais que les vannes, tu pouvais pas les avoir dès le départ, du premier coup. Donc j'ai demandé à faire ce que le Saturday Night Live applique, à savoir, j'ai demandé à Canal+ si on pouvait avoir 2 publics le jour du tournage. Je vous explique. En gros, Saturday Night Live, c'est une émission satirique qui dure un peu moins d'une demi-heure, ou non, 40 minutes, je sais plus. Institution aux États-Unis, ils ont fêté leurs 50 ans il y a quelques temps, où il y a des sketchs, etc. Et le tout est en live à 23h. Mais
l'émission est répétée moult fois. En l'occurrence, elle est répétée à 20h. Et à 20h, ils répètent en public. Mais c'est pas diffusé. Ils répètent en public. Et s'il y a des vannes qui marchent pas, s'il y a des trucs qui prennent pas, les auteurs sont présents dans la salle et ils réécrivent pour affûter les vannes, et ensuite à 23h ils tournent en live. Et nous on faisait pareil, c'est-à-dire que le matin on avait une répétition sans public pour voir si le texte déroule et tout, c'est super. Les auteurs étaient là systématiquement pendant les tournages. On avait 6 auteurs, 3 nanas, 3 mecs, et alors ça tournait par épisode ils étaient 4, mais en tout on avait un roster de 6. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait venir un premier public à 15h. On tournait les émissions sans l'invité. L'invité arrivait après. Et émissions, on les chauffe pareil, on les traite avec respect, on les fait rire, on discute avec eux, machin. L'émission commence, on teste les vannes, les auteurs prennent des notes sur le conducteur de l'émission. Et à la fin, on remercie les gens, merci beaucoup d'être venus, machin. Et là, hop, je remontais dans mes bureaux avec mon équipe, parce que nos bureaux étaient juste au-dessus du plateau, au 4e étage. Fun fact, mes bureaux, c'était ceux du Studio Bagel, entre autres, qui sont ensuite devenus ceux de CNews. Pour vous dire le changement d'ambiance. Et donc, on allait dans la salle de réu et on réécrivait tout ce qui n'allait pas, etc. Et après, à 18h, on faisait venir le public définitif. Ils étaient plus nombreux. Et là, on faisait les émissions def avec les invités. C'est aussi Jimmy Fallon qui faisait ça. Les places partent très vite quand tu vas aller voir Jimmy Fallon. Donc, il y en a qui peuvent se rabattre sur le public test du monologue. Le monologue d'intro de Jimmy Fallon était testé en public devant peut-être une 60aine de personnes, sachant que la salle peut en contenir un peu plus de 300, je crois. Donc, pareil, tu vois, l'exigence, c'est important. Quand tu es humoriste, et ça, tu peux le savoir que quand tu es humoriste, tu sais que tu as besoin de tester tes vannes, tu sais que tu as besoin de te roder. Et c'est ça, je pense, qui a fait la différence aussi dans la qualité de rendez-vous. C'était dans notre façon d'être le plus pointu possible, dans le rythme comique, dans la façon de délivrer des vannes, etc. Dans l'impertinence aussi, parce que c'était des propos incarnés. J'insiste sur le propos incarné parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que quand on avait discuté avec le showrunner à l'époque de Stephen Colbert, Mourad lui avait posé une question, il lui avait dit mais comment vous faites pour être sûr que le soir où vous faites une vanne, parce que les late shows aux États-Unis, en général, ils sont diffusés du lundi au jeudi, en fin d'après, mais ils sont diffusés à 23h. Ils ont tous un monologue, ils parlent tous de l'actu. Comment tu fais quand t'es en face de tous les late shows du monde, que tu sais que tout le monde va parler de la dernière dinguerie que Trump a faite ou que Elon Musk a dite? Comment tu fais pour être sûr de pas faire la même vanne que les autres? Et là, le gars nous dit, mais vraiment la meilleure remarque et la meilleure analyse du monde. Il nous dit, mais parce qu'en fait, Stephen Colbert, c'est pas John Oliver, qui n'est pas à l'époque Trevor Noah, qui n'est pas Jimmy Fallon. En fait, les hosts, ils ont leur personnalité par rapport à ce qu'ils sont. John Oliver, c'est un Anglais très énervé, qui a l'insulte facile, il est sur HBO en plus, donc il peut se le permettre. Là où Trevor Noah, il est pas américain, il est d'Afrique du Sud, c'est un métis d'Afrique du Sud, considéré comme noir, avec son background, qui arrive aux États-Unis avec sa vision africaine du monde. Son père et sa mère donc se sont rencontrés en pleine apartheid, et les noirs et les blancs n'avaient pas le droit de forniquer. Et donc tu vois, il y a tout ce bagage. Qui tu es, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui tu es, et c'est ça en fait qui fait la diff. Si t'as une émission où tu sais pas qui est ton host et qui donne pas un peu du sien, qui n'a pas un regard particulier, qu'on se dit pas ah ça c'est sa façon de voir les choses, on va pas s'attacher pareil. Ça peut fonctionner mais on va pas s'attacher pareil. Ça peut fonctionner si ton show raconte des choses, que c'est bien huilé, qu'il y a une bonne équipe autour de toi. Je pense à Yann Barthès. Personne ne sait ce que fait dans la vie Yann Barthès en dehors de quotidien, où il habite, où il traîne, avec qui, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, etc. Personne ne sait tout ça, mais comme l'émission a une certaine impertinence, je mets des guillemets impertinence parce que ça a bien changé depuis quelques temps, mais il y a une patte, il y a une façon de décrypter, il y a ce regard de côté qu'ils ont vraiment inventé avec le petit journal, qui était une de mes références. Le fait de regarder ce qui se passe derrière dans l'image, qui se passe non pas quand quelqu'un parle, mais quand l'autre écoute. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, et ils ont inventé une vraie façon de lire, de décrypter, de lire une image. Et c'est ça en fait qu'on vient chercher. Mais effectivement, Yann Barthès, lui par contre, il va pas donner de sa personne. À l'inverse, de Cyril Hanouna. Et donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'on a réussi à avoir un late show de qualité. Parce qu'on s'est pas contenté d'acheter un costume, une cravate et un bureau, mais on allait choper les détails de la fabrication d'un late show. On allait chercher des détails, par exemple, sur un truc tout con, Jimmy Kimmel, quand il faisait son monologue, on se rendait compte qu'il tapait des regards de côté comme ça. Et donc, tu te dis, ah bah ouais, il regarde le public, il est là comme ça, puis après, il reprend face caméra et tout. Sauf que, en allant dans son émission, on constate avec Mourad qu'il n'y a pas
de public sur le côté. Et en fait, quand il regarde sur le côté, il avait des prompteurs de conférenciers qu'on peut appeler aussi prompteurs Obama, qui sont des vitres en plexiglas avec le texte projeté dessus. Donc c'est intéressant parce que contrairement à un prompteur assez fat qui englobe aussi une caméra, là c'est un prompteur conférencier qui ne gêne pas la vision et qui est assez discret. Et en fait, il en avait deux de chaque côté, un de chaque côté, et il les regardait et ça donnait l'impression qu'il regardait les gens alors qu'en fait il lisait son prompteur. Bon bah nous aussi on a installé des prompteurs Obama très vite pour me faciliter justement le jeu, parce que parfois j'imitais des gens qui parlaient et quand tu imites des gens qui parlent, la convention théâtrale c'est de regarder par ici, t'es pas obligé, hein. C'est de regarder d'un côté pour faire un premier personnage qui parle et regarder de l'autre pour faire le personnage qui répond. Et donc là ça me permettait de décrocher mon regard du prompteur qui était sur la caméra principale, en l'occurrence vous, ça me permettait de décrocher pour faire mon sketch. Mais là merde, putain, j'ai plus le texte, comment je fais? Et ben en fait j'avais le texte sur mon prompteur Obama, et donc là je pouvais faire mon interaction avec les personnages. Donc voilà un petit peu les petits tips, tu vois. Après effectivement on avait un plateau qui était magnifique avec une espèce de je sais plus comment on appelait ça, une marguerite je crois, mais qui rappelait les devantures des late shows aux États-Unis, parce que faut savoir que les États-Unis là-bas sont dans des décors fixes, souvent dans des théâtres, et tu sais avec la devanture qui surplombe là, ultra stylée qu'on voit souvent dans les films et les séries, nous on avait recréé ça aussi. On avait le même déco que celui qui avait fait notamment Vendredi tout est permis, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu. Sur la réalisation, on s'était inspiré des Américains aussi, parce que pareil, dans la réalisation française, les réalisateurs en télé ont l'habitude de commuter un peu trop souvent. Commuter, ça veut dire de passer d'un angle de caméra à un autre. Nous, il a fallu déconstruire le réalisateur avec qui on a bossé, qui était un gros réalisateur incroyable de télé, qui faisait le JT de 20h de France 2, etc., d'M6 et tout. Damien Pieroli, qu'on embrasse. Et ce qui était marrant, c'est qu'on lui a apporté, il nous a apporté sa technicité, son expérience, et on lui a apporté notre nouvelle vision, parce que on était producteur. Et si on n'avait pas été producteur, jamais on nous aurait suivis sur tous ces trucs-là. Par exemple, tu vois, nous, on lui a dit, il faut en télé arrêter de commuter non-stop. La première interview qu'on fait, on reçoit Monique Pinson-Charlot et ensuite Natacha Polony. On regarde le rendu, ça commutait non-stop. Chant contre chant, plan large, plan serré, machin. Toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, ça bougeait. 2 secondes, 3 secondes. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, ça peut rester parfois 12 ou 13 secondes parce qu'en fait, ils vont commuter uniquement s'il y a quelque chose à montrer. Et nous, on voulait une réalisation comme celle-ci, pas une réalisation épileptique. Et Damien nous a répondu un truc que je pense beaucoup de réalisateurs français pensent. Oui, mais c'est parce que j'ai pas envie que les gens s'ennuient. Et Mourad lui a dit, si les gens s'ennuient, c'est parce qu'on aura fait du mauvais job. Pas parce que toi, t'auras pas assez commuté. Il a raison. Si les gens s'ennuient dans l'interview, c'est que j'ai mal mené mon interview, c'est qu'elle était chiante, etc. Et c'est pas parce que tu vas commuter 600 fois, que tu vas faire des plans sur les mains, etc., que l'interview va devenir plus stylée. Et en fait, pour essayer de lui faire comprendre notre problème, je lui ai analysé une séquence de 7 minutes de quotidien, une séquence de 7 minutes de ce qu'il avait fait avec Rendez-vous et une séquence de 7 minutes d'une interview de Jimmy Fallon. Sur 7 minutes, Jimmy Fallon, il commutait 42 fois avec une moyenne de 7 ou 8 secondes par plan. Quotidien, sur 7 minutes, il commutait 140 fois avec une moyenne de 3 secondes par plan. Il y avait même des plans qui duraient 0,5 secondes. Et là, il m'a dit, ah ouais, j'avoue. Il a fallu que je fasse ce travail de geek pour qu'il comprenne qu'en fait, ça avait pas de sens. Et après, on a eu une réalisation ultra smooth. On a rajouté même un steadicammer qui faisait des mouvements incroyables pour l'arrivée des invités. Ça, c'était sur la saison 3 surtout. La saison 3, on a rajouté aussi un bend pour vraiment rester dans... Et là, on est arrivé au level late show, quoi. On est arrivé au level late show parce qu'on avait le bend, parce qu'on avait le steadicammer qui faisait des plans incroyables pour suivre les invités et tout. Et puis, l'émission s'est arrêtée et vous allez vous demander pourquoi. On n'aura jamais su officiellement pourquoi l'émission s'est arrêtée. On nous a juste dit non, proposez-nous autre chose. Puis finalement, il s'est rien passé. Et bon, on est en 2019 quand l'émission s'arrête. On va pas s'inventer de life, genre ouais, c'est nous qui avons décidé de partir, etc. Non, ça s'est arrêté. On aurait pu rester encore longtemps et on pense même qu'on aurait pu s'imposer et devenir une référence dans le paysage audiovisuel français parce qu'on avait réinventé les codes de la réalisation, de la préparation d'émissions, de la chauffe du public, sur tous les points de vue, même jusqu'au micro. Souvent, vous allez voir dans les émissions télé, les gens ont 2 micros et moi je trouvais que ça faisait pas beau et que ça déformait ma veste. Et je disais, pourquoi j'ai besoin d'avoir 2 micros? Il me dit, ouais, parce que c'est comme ça. Et je dis, Jimmy Fallon, il a un micro, il est sur sa cravate. Pourquoi lui, il a un micro, il est sur sa cravate? Et pourquoi nous, on en a 2? Oui, mais s'il y a un micro qui tombe en panne, je fais pourquoi il tombe en panne? Et puis de toute façon, on n'est pas en direct. S'il tombe en panne,
On arrête l'émission, tu me dis hop, on coupe, puis on reprend. Et je lui dis non, tu vas juste me mettre un micro sur ma cravate qui sera discret, qu'on verra quasiment pas. Et finalement, ils l'ont fait. Et finalement, genre tout le monde a adopté cette technique. Après, tous les autres ingés, ils se repassaient la technique. Non, Kevin, il préfère comme ça et tout. Ah ouais, mais imagine il y a un problème. Et j'entends un ingé qui dit à son stagiaire, notre but c'est qu'il n'y ait pas de problème justement. Donc on fait comme ça. Parce que en France, on a ce truc de oui, mais comme on fait comme ça, donc faut faire comme ça. Dans plein de domaines. Hein. Et nous, avec Mourad, c'était pas notre façon de voir les choses. Donc on a essayé d'apporter à notre petit niveau dans le paysage audiovisuel français peut-être un petit peu un ovni, parce qu'on est allé le plus loin possible dans le délire late show, dans le savoir-faire. Et après, on est passé à la radio. Pareil, je vous expliquerai comment on a essayé de changer un peu les codes. Et surtout, on a failli créer un précédent qui allait rester dans les annales en signant un contrat pour une émission qu'on allait produire et que j'allais présenter pour Netflix. Mais ça, on s'en parlera peut-être plus tard, à l'occasion, peut-être en vrai. Et ce serait cool. D'ailleurs, si ça vous dit d'en apprendre un peu plus sur la prise de parole, sur comment présenter une émission, comment gérer un prompteur, tout simplement pouvoir parler correctement, avec charisme, avec classe, face à des gens ou un objectif, il y a un petit lien dans la bio. Tu cliques, tu m'envoies un petit message et puis on voit ça ensemble. Ciao.